Hello à toi en direct de Miami. Je suis venu passer une semaine ici pour assister à des conférences sur le lancement et la création, lancement, gestion de fonds d'investissement, dont une où l'un des speakers sera Jim Rogers, un des associés de George Soros. Donc le mec pèse 20 milliards de dollars, je crois. Donc on va aller écouter un petit peu ses conseils et voir ce que ça donne. Ça commence demain, donc aujourd'hui journée tranquille. J'en ai profité pour me louer une petite voiture que tu peux apercevoir juste ici. Je vais te la montrer juste après. Une petite Mustang cabriolet qui fait plaisir. Et l'idée c'est qu'aujourd'hui ça va être détente. Je vais aller faire une activité là, de la nage avec des requins. Donc je te mettrai des petits extraits de ça. Et ensuite on va se visiter Miami et se préparer pour faire le checking parce que demain l'événement commence. Donc je te fais un petit tour de la voiture que j'ai louée. Allez, c'est parti, on a rendu la voiture. Direction maintenant le Convention Center pour commencer l'événement. Les premiers participants les premiers speakers vont être surtout axés sur l'investissement un peu crypto. On va avoir un autre gars qui a levé plus de 10 millions pour son fonds d'investissement. On va voir ce qu'il fait. Ils ont été très mystérieux sur sa présentation. On aura aussi une présentation sur la vente dans les fonds d'investissement et comment ça fonctionne. Donc je te tiendrai informé au fur et à mesure de ce qui se passe, de ce que j'apprends et je répondrai aussi aux différentes questions qui m'ont été posées dans Telegram. Donc sois bien attentif parce que les prochains moments de la vidéo et surtout les premières participations qu'il y aura à ce séminaire risquent d'être très enrichissantes. Le premier jet de conférence vient de terminer et c'est assez impressionnant déjà. C'est la première fois que je viens à un événement comme ça aux États-Unis. Je n'avais participé à des séminaires en France. Et là aux États-Unis, je sais pas comment expliquer l'énergie, le truc. En fait, en France, on va te réserver un petit truc. On va essayer de faire un événement pour 300 personnes. Et s'il y a 300, 400, peut-être 500 personnes, c'est gros. Là ici, on est 2500 et tu sens que ils sont presque déçus d'être 2500, qu'ils veulent vraiment faire des trucs énormes. Enfin, c'est assez fou comment ici ils voient les choses beaucoup plus grands. J'ai retenu 2-3 choses de ces premières interventions. La première, et c'était assez incroyable la façon dont ça a été expliqué. Le mec qui a expliqué ça, il est le cofondateur d'une société d'investissement qui vient d'être cotée il y a 2 ans ou 1 an et demi en bourse. Donc elle a une capitalisation maintenant de 1 milliard. Et ils avaient en actif sous gestion plus de 48 milliards de dollars. Le mec est parti de rien. Le mec qui a monté ça est parti de rien. Et en gros, lui, ce qu'il expliquait, c'est que à chaque fois que tu prends des décisions, n'essaie pas de prédire le futur, juste base-toi sur les statistiques. Et bon, maintenant il est à la retraite parce que quand sa société a introduit en bourse, il a revendu ses parts, il a pris son cash et il s'est entre guillemets barré. Et ce qu'il explique en gros, c'est que on sous-estime trop les États-Unis et on sous-estime trop surtout le dollar américain. Il faut comprendre que le dollar américain aujourd'hui, c'est, selon lui, ce qu'il expliquait, c'est que c'est probablement un des produits les plus successful qui a été jamais créé dans toute l'histoire de l'humanité. C'est quelque chose d'assez incroyable, presque comme une religion. Et il expliquait en gros que en ce moment, on est dans des phases où les gens ont tendance à avoir un peu peur, à se dire « Oula, la Chine, elle est en train de monter en puissance, la Russie fait ci, la Russie fait ça, il y a le pétrodollar, c'est en train de finir parce que l'Arabie Saoudite veut vendre en chinois, en yuan, etc. » Il faut comprendre que là, les États-Unis, toute la façon dont ils négocient tout ça, on en est qu'au tout début. Et le fait que ça aille en yuan, etc., les derniers qui ont fait ça, c'était Kadhafi et tout ça, quoi. Et on sait où ils ont fini. Et en gros, il expliquait que la Fed, son job, c'est pas d'avoir des taux d'intérêt hauts, bas, c'est pas de combattre l'inflation, etc. La Fed, son job, c'est de faire en sorte que
le dollar américain reste le numéro 1 et que le dollar américain soit la meilleure chose sur Terre. Et que toutes les décisions qui seront prises, tout ce qui se passera dans le monde économique, ce sera fait pour que le dollar reste la puissance, enfin la monnaie numéro 1 au monde. Et il expliquait en gros, quand quelqu'un te dit oui, mais là c'est la fin du pétrodollar ou ça va très mal pour le dollar, il faut dire comparer à quoi? Ok, le dollar baisse, mais si tu compares à tout le reste, peut-être que le dollar baisse beaucoup moins que le reste. Donc à chaque fois, pose-toi cette question. Oui, mais comparer à quoi? Ensuite, tout ce qui se passe vraiment dans le monde, mets-toi en tête que la Fed fait en sorte que ça profite au dollar et que c'est fait pour le dollar sur le long terme. Quand par exemple, les taux d'intérêt étaient très faibles, voire négatifs pour avoir du dollar, c'était tout simplement la Fed qui disait venez prendre tout notre argent, venez prendre nos dollars, et ensuite vous remboursez vos prêts, etc. en dollars, et même on vous paye pour avoir du dollar, comme ça tout le monde en a. C'est une sorte de cadeau gratuit, et ensuite tu peux pas t'en passer, tout simplement. Donc c'est assez impressionnant de voir le contrôle que peut avoir la Fed, le contrôle que peut avoir le gouvernement américain, et à quel point on a tendance à facilement les sous-estimer et à facilement penser que les États-Unis c'est fini, que les États-Unis c'est le passé, alors qu'en réalité ils ont quand même un contrôle inédit. Pour voir le tout, il a montré un graphique, en gros c'est le pourcentage d'utilisation dans le monde des monnaies, et tu as le dollar qui est à 58%, 57%, un truc comme ça. Et il mettait, regarde, il nous disait, votre yuan, ça fait 30 ans qu'on met la Chine numéro 1 dans le monde, que c'est la plus grosse puissance économique, qu'il se développe, que personne les égale, etc. Aujourd'hui, le yuan chinois, ça représente à peine 2,7%. En US dollars, pour un pays qui est censé être fini, on est à 58%. Les seconds, c'est l'euro avec 20%. Et vous dites, 20%, ils sont seconds. C'est-à-dire que la place entre le premier et le second est tellement énorme, la puissance du dollar est tellement énorme quand on compare à ce qu'il y a autour que c'est... en fait, ça confirme un petit peu, enfin ça confirme, c'est pas que ça confirme, mais ça vient mettre des mots, des explications sur les phrases assez connues de Warren Buffett, etc., où ils disent « Never bet against America », ne te bats jamais contre les Amériques et ne va tout le temps dans leur direction. On comprend un peu pourquoi ces milliardaires pensent ça. Et là, c'était assez enrichissant par rapport à ça. Et également de faire comprendre aux gens qu'il fallait investir, qu'ils ne peuvent pas se permettre de garder du cash, qu'avoir du cash c'est la pire des choses à faire, et qu'ils doivent absolument investir, faire travailler leur argent, que ce soit en investissant eux-mêmes, donc pour ceux qui ont les connaissances, investir en bourse, investir dans l'immobilier, etc., soit en passant par des fonds d'investissement, en confiant leur argent à des gérants de portefeuille qui vont eux investir et mettre cet argent, et là vous partagez le profit. Ils expliquaient aussi que pour les gérants de fonds d'investissement, donc très enrichissant, c'est la pause dîner entre guillemets, il est 18h par là, et ensuite on passe à la pause, on va partir aux deuxièmes conférences qui finissent à 21h, et ensuite ce sera la fin de la journée. Un autre point aussi qui me marque un peu sur Miami, je ne sais pas comment c'est dans les autres endroits des États-Unis ou quoi que ce soit, parce que j'ai fait que New York et Miami et j'ai trouvé New York bien différent, mais c'est que j'ai l'impression que il y a des drogués à tous les coins de rue. Partout où je vais, ça sent le cannabis. Ou alors, il y a des mecs dans des parcs, je sais pas si ce sont des sans-abri ou quoi, qui ont l'air vraiment bien marqués. Et c'est... je sais pas si c'est peut-être moi qui me fais des films ou quoi que ce soit, mais j'ai l'impression que ça consomme beaucoup de drogue ici. Et que je sais pas, certaines mentalités peuvent être différentes, ça peut être des trucs... ça me choque de temps en temps un petit peu. Je suis pas quelqu'un qui soit choqué particulièrement de ce qui peut se passer. J'ai voyagé dans quand même beaucoup de pays et avec beaucoup de cultures différentes. Et ici, j'avoue que j'ai l'impression de voir beaucoup de personnes qui se droguent. Et certains, en voyant leur visage, leur tête, ils ont l'air vraiment bien amochés et de consommer des choses vraiment très, très dures. Donc, est-ce que c'est propre à Miami? Si tu y as déjà été ou si tu as déjà visité plusieurs endroits des États-Unis, dis-moi ça en commentaire. Mais moi j'ai l'impression que c'est quand même assez propre à ici, enfin du peu que j'ai vu. Il y a un message qui sort quand même, hein, beaucoup du discours de tous les speakers, c'est que plus tu fais du cash, plus tu as du pouvoir de décision, plus tu as des capacités d'aider les gens, d'aller mettre l'argent dans ta passion, d'aller mettre des trucs dans
dans des charities, etc. Que je dirais que pour cette première journée, les 3-4 grandes choses qui sont vraiment ressorties, c'est que n'importe qui peut se lancer des fonds d'investissement. 2, never bet against America, vraiment. 3, il faut investir. L'inflation, c'est vraiment un truc dangereux et tu peux pas te permettre de garder tes économies, il faut investir. Et 4, c'est si tu veux vraiment avoir un impact dans le monde, tu dois faire du cash. Tu peux pas y aller par 4 chemins. Tu peux pas commencer à essayer de dire ah, je vais faire de la charité parce que je vais donner mon temps, etc. Alors oui, tu aides en donnant ton temps et tout ça, mais ceux qui aident vraiment, c'est ceux qui balancent de l'argent, c'est ceux qui vont à coup de dizaines de milliers, de centaines de millions de dollars d'aide dans les charities. Et on a beau dire ce qu'on veut, on a beau ne pas aimer les riches ou quoi que ce soit. Enfin, aux États-Unis, il n'y a pas trop ça. Il n'y a pas cette mentalité anti-riche, etc. Ça, c'est surtout en France, j'ai l'impression. Mais putain, c'est des claques. C'est quand même des grosses claques qui te mettent dans la gueule et qui te font comprendre vraiment si tu veux avoir un impact quel que soit, tu dois d'abord faire du cash. Concentre-toi sur faire du cash et après tu trouveras un moyen d'avoir tu auras la possibilité d'avoir un impact assez facilement. C'est parti pour le jour numéro 2. Aujourd'hui, ce sera surtout axé venture capitals, levée de fonds, comment trouver des deals sans avoir forcément de capitaux et lever des fonds rapidement pour signer, pour conclure certains investissements et pas louper les opportunités. Et comment aussi trouver d'autres moyens de financement que des investisseurs privés, etc. Donc ça va être intéressant, on va voir. Et surtout, ce qui est vraiment le mot d'ordre ici, c'est vraiment que le capital, ça permet de scaler et que plus tu as accès à du capital, plus tu as accès à faire du cash. Allez, premier jet de conférence de la matinée fini, il est temps d'aller luncher. Encore une fois, très intéressant, c'est fou ce que ça met en avant là. Déjà, c'est un truc fou, il y a un mec, son histoire est dingue. Il a 27 ans, c'est le plus jeune propriétaire d'un hôtel Waldorf Astoria. Le mec parti de rien et il signe des deals à 100, 200, 300 millions de dollars en trouvant les investisseurs, en faisant tout ça. Vraiment, vraiment inspirant. Ça met une claque de te dire en fait que toi, de ton côté, tu essaies de générer 1 million ou 2 et qu'à côté, tu as des mecs qui sont partis de rien et les premiers deals qu'ils veulent aller faire, c'est des deals à 100 millions et ils se disent en fait, ils se rendent compte que le deal à 100 millions, il n'est pas plus dur que le deal un peu plus dur, le deal à 5 millions, que tout est dans la tête. Donc ça te fait réfléchir. Et il y a un truc vraiment que j'ai remarqué ici, c'est que tous les mecs, tous les speakers, enfin, même comparé à la France où il y a des trucs, il y a des gens qui sont bons, c'est tu prends ce que tu as en France, ce qui se fait de mieux, tu multiplies par 10, voire par 100, et ça te donne l'ambition que les gens peuvent avoir ici. Donc c'est quand même assez fou et ça met des claques. Un autre point, un autre speaker, lui c'est assez fou ce qu'il fait. Et il y a tellement de business, tellement de façons dont ils font du business, je me dis putain mais c'est impossible à faire en France à cause de toutes les régulations à la con qu'il y a, où il te faut un papier pour faire tout, etc. Ici c'est, t'as l'accord de l'investisseur, t'as l'accord du vendeur, t'as le truc, hop c'est parti. Là il y a un mec qui, son business, lui son truc c'est qu'il va acheter des biens immobiliers sans argent, sans crédit, sans rien dépenser en fait. Quand tu dis ça, comment tu fais? Et en gros, ce qu'il fait, c'est qu'il va sur les sites des annonces qui ne se vendent pas, où il cherche des gens qui ont des maisons à vendre mais qui ne peuvent pas les vendre, qui ont des taux d'intérêt, des paiements qui sont intéressants. Et il leur dit, bah, écoute, je te rachète ton crédit. Je te rachète ta maison et je paye le crédit à ta place. Et voilà. Et il devient propriétaire. Il paye le crédit qui est par exemple un taux d'intérêt à 3% qu'ils avaient eu avec la banque. Et alors que maintenant, s'il avait voulu se faire financer pour ça, il aurait eu un taux d'intérêt à 8% par exemple. Et grâce à ça, en fait, il met des locataires et il rembourse le crédit à 3% de la personne à qui il a acheté. Il leur donne un petit chèque bonus pour acheter, on va dire, histoire de quand même récupérer de donner un appât, on va dire, aux vendeurs. Il faut savoir que ces vendeurs, c'est des gens qui n'arrivaient pas à vendre. Donc ils veulent vraiment se débarrasser de la maison, donc ils sont quasiment prêts à tout pour revendre la maison. Et donc si on leur dit qu'ils n'ont plus à payer leur crédit et qu'ils s'en sortent avec un chèque de 5 ou 10 000 dollars, ils sont particulièrement contents. Les agents immobiliers, ça c'est une niche où c'est à peine s'ils savent qu'ils ont le droit de faire ça, alors que c'est légal.
et ils reprennent les trucs. Et je me dis, mais attends, mais ça, tu fais ça en France? Je sais même pas si c'est légal et je sais même pas dans quel genre d'emmerde tu peux arriver si tu rachètes des crédits des gens sans avoir l'approval de la banque, sans avoir la banque qui a émis le crédit, qui dit ok, toi tu peux reprendre le crédit de cette personne sans en payer enfin sans vérifier si tu as du crédit sur ton dos et tout ça. Et en fait le mec disait bah non, moi il n'y a pas de ligne de crédit sous mon dos, etc. Tout est fait normalement. Là, c'est juste que la dette continue d'être remboursée et il suffit juste d'honorer les paiements et petit à petit, ça continue et tu fais rentrer du cash flow. Le business model est assez complexe. C'est la première fois que j'entends parler d'un truc comme ça. Donc, si tu as déjà entendu parler de ce truc et que tu as plus de précision, apporte-les en commentaire. Hein, c'est avec grand plaisir. Moi, je suis pas un grand expert dans l'immobilier, dans tous les crédits et tout ça. Donc, on va dire il y a peut-être des choses que j'ai pas bien précisées qui sont pas exactement comme ça. Donc n'hésite pas à le mettre en commentaire, ça apportera de la valeur à ceux qui regardent et moi ça me permettra de comprendre ça différemment. Il faut savoir aussi que tout est en anglais, donc moi j'essaie de traduire de la meilleure des façons. Le marché américain, le marché français, c'est pas la même chose, ni le marché européen, c'est pas les mêmes régulations, c'est pas le même mode de fonctionnement. Donc c'est assez fou. En tout cas, franchement, je regarde vraiment pas d'être venu, payer le billet d'avion, payer les trucs, les hôtels, etc. C'est un très bon investissement. On n'est qu'à 1 jour et demi là déjà, il reste encore, on a fait la moitié à peu près. Et non, ça vaut vraiment le coup. Je te tiens informé des prochaines choses qui arrivent. Un autre point aussi important que j'ai pas parlé, eux ils en ont rien à foutre que ce soit la récession, ils en ont rien à foutre que les marchés baissent, que ça monte, qu'on soit à l'aube d'un crack immobilier ou pas. Là, alors le mec il disait mais le marché de l'immobilier est en train de baisser ici, il baisse petit à petit, c'est quasiment pas visible, mais il baisse vraiment petit à petit. Les gens n'arrivent pas à vendre leurs biens immobiliers et les taux d'intérêt pour avoir des biens sont immenses. Donc en fait il y a une opportunité dans tout. Les gens qui n'arrivent pas à vendre, ben, tu peux leur acheter sans payer. Plein de trucs comme ça. Et ça montre que tu sois dans un climat économique favorable ou défavorable, c'est toi qui crée la chose qui est favorable ou défavorable, c'est toi qui crée le deal, c'est toi qui crée le business, c'est toi qui fais en sorte que ça fonctionne ou que ça ne fonctionne pas. Et qu'il ne faut pas t'arrêter, te bloquer de faire des investissements, etc. sous prétexte que ce ne soit pas favorable. Un des gars d'hier disait que la chose la plus importante dans le business, c'est le prix. Ce que tu dois comprendre, c'est que si tu achètes quelque chose à un bon prix, quelque chose qui est sous-évalué, que tu sois dans un contexte économique favorable ou défavorable, tu feras de l'argent et sur le long terme ou le moyen terme, tu seras gagnant. Maintenant, il ne faut pas acheter des choses à prix trop élevé, il faut savoir évaluer quel est le bon prix. Mais c'est vraiment la base de tout et c'est juste pour comprendre tout ça, etc. Ça vaut quand même le coup de continuer de se former et de venir apprendre, parcourir le monde pour continuer d'apprendre. C'est parti pour le 3e jour de l'événement. J'ai pas fait de vidéo hier soir en rentrant parce que j'étais claqué, j'avais plus de batterie dans la GoPro. Mais ce qui a été dit, ce qui a été retenu, c'est que premièrement ici, tous les gérants de fonds avec qui j'ai pu parler ou ceux qui veulent se lancer, ils veulent absolument se lancer maintenant ou se développer rapidement maintenant parce qu'on est à l'aube d'une récession. Alors peut-être qu'on aura la récession, peut-être qu'on l'aura pas. Seul l'avenir nous le dira. Il y a beaucoup de signes qui disent qu'on l'aura, d'autres signes qui commencent à arriver qui disent qu'on l'aura pas. Bref, on n'a pas de boule de cristal, on verra ce qui se passera, mais en tout cas tous, ils veulent absolument être en mesure d'investir massivement maintenant. Dès maintenant, ils veulent commencer à investir massivement pendant que ça tombe. Ils veulent attraper, comme on dit, le couteau pendant qu'il tombe, parce qu'ils savent que c'est maintenant qu'il y a les meilleures opportunités, qui pourront gagner le plus d'argent et faire fortune. Ils expliquaient que les fonds d'investissement et les investisseurs, globalement, tous ceux qui investissent pendant les récessions sont ceux qui ont les meilleurs retours. Ils étaient en train d'analyser les performances des différents fonds d'investissement. Par exemple, sur la bulle Internet, 1999, 2000, 2001. En 2001, après l'éclatement de la bulle Internet, les fonds d'investissement avaient en moyenne 2 fois plus de rendement que ceux qui se lançaient pendant les bulles ou juste avant la bulle. Donc c'est vraiment un point important à comprendre que plus ça va mal dans l'économie, plus c'est le moment d'investir, plus c'est le moment d'y mettre des billes, plus c'est le moment d'y aller. C'est comme ça que tu auras les meilleurs rendements et c'est comme ça que tu pourras potentiellement propulser
ta carrière d'investisseur ou tes investissements en tant que tes investissements personnels en tant que particulier pour arriver à une certaine indépendance financière, pour avoir un avantage tout simplement direct sur les marchés, parce que c'est un principe de cycle économique. Je le répète assez souvent, tout n'est que cycle. Forcément, il y a des cycles où ça va moins bien, des cycles où ça va très bien. Et si tu es capable d'investir dans les cycles où ça va moins bien, quand tout le monde a peur, Warren Buffett le dit, c'est comme ça que tu construiras ta fortune. Donc là, vraiment ici, avec tous ceux que j'ai échangés, personne, que ce soit des gens dans l'immobilier, que ce soit des gens dans les startups, que ce soit des gens qui rachètent des business, des gens qui sont sur du... comment on appelle ça, que ce soit des gens qui investissent en bourse, personne n'est inquiet et ils sont presque à prier que ça continue de descendre, que ce soit plus dramatique la baisse pour saisir un maximum d'opportunités. Donc je trouve que c'est quand même assez fou de voir ça, de voir vraiment que les gens, enfin en tout cas les gens qui y a ici, n'ont pas peur de ça et attendent ça avec impatience, veulent du sang et veulent être prêts à se positionner pendant qu'il y a le sang. Of the industry, and he is a Wall Street legend. Show all the love in the world. Get on your feet, make some noise, put your hands together, and help me welcome to the stage, Jim Rogers! Ça y est, c'est fini. Les conférences sont toutes terminées. On a fini avec celle de Jim Rogers. Donc Jim Rogers, pour ceux qui ne savent pas, c'est un associé de George Soros. Soros, responsable de la chute du pound, de la banque anglaise, etc. Enfin bref, il a foutu une belle merde. Mais quoi qu'il en soit, ce gars était associé avec lui. Il gère quand même pas mal d'argent. Il a aujourd'hui 80 ans. On va dire que c'est un ancien, c'est un peu comme Warren Buffett. Alors il n'a pas une fortune aussi élevée que Warren Buffett, mais le mec pèse quand même un peu. Et très intéressante sa conférence parce que il mettait vraiment en avant le fait que de 1, la dette mondiale est beaucoup trop élevée. Alors lui, il s'attend à ce qu'il y ait un crash. Le seul truc, c'est qu'il a répété, ça vraiment, il le répète sans cesse. Un crack, oui, il y en aura. Les conditions fondamentales ne sont pas bonnes. Le truc, c'est qu'on ne sait pas quand. Le truc, c'est que ça va peut-être arriver dans 20 ans, dans 30 ans, dans 40 ans. Selon lui, on va avoir un nouveau rallye haussier et ensuite un crash. Parce que dans l'histoire, c'est comme ça que ça s'est produit. Mais le truc, c'est que impossible de timer quand. C'est-à-dire que le marché peut rester encore irrationnel très longtemps. Donc, au final, ça ne sert à rien de paniquer. Pour rien, parce qu'on ne peut pas vraiment savoir. Ce sont des cycles qui arrivent. Et il dit également que quand il y aura ce crack, il y aura aussi tellement d'opportunités à prendre dessus que même si tu perds un peu d'argent avec le crack, si tu continues à te positionner pendant le crack, quand ça repartira, tu gagneras bien plus. Il est très optimiste sur les commodities, particulièrement. Et là, c'est pépite. Hein. Là, je vais te donner des pépites. 3 trucs sur lesquels il est assez, voire 4, sur lesquels il est il se positionne. Il a clairement dit noir sur blanc, je me positionne, j'achète ça. Parce que je trouve que c'est un bon prix, que c'est pas cher. Maintenant, est-ce que j'ai le bon timing pour ça? Je ne sais pas, mais j'achète. Il achète du sucre, ok, du sucre, de l'argent. Il investit au Japon. Et d'ailleurs, Warren Buffett a commencé à investir au Japon il n'y a pas longtemps. Ils investissent tous les deux. Donc, il a investi au Japon. Il a dit, je commence à acheter au Japon. Ok. Pourquoi il achète au Japon? Parce que la banque centrale japonaise imprime de l'argent massivement. Tu sais qu'elle a des taux d'intérêt négatifs, je crois, au Japon. Et ce qu'ils font, c'est que avec l'argent imprimé, ils achètent des actions, ils achètent ils mettent cet argent dans le marché des actions au Japon. Donc, acheter des gros groupes au Japon, c'est quelque chose qui pourrait s'avérer fructueux sur le long terme. Une autre chose qu'ils font, qu'il fait, dans lequel il recommande d'investir, c'est pas qu'il recommande d'investir, mais qu'il trouve bien, ça va être l'Ouzbékistan, le Ghana, les pays en fait où il n'y a pas grand chose, que personne ne regarde. Pour lui, il peut y avoir quelque chose là-dessus. Il n'est pas du tout pro Bitcoin. En fait, lui se réfère beaucoup à l'histoire. Pour lui, l'histoire, c'est quelque chose de très important. Et il disait, pendant l'histoire, à chaque fois qu'il y a eu une monnaie qui a dominé, ça a duré 100, 150 ans, 200 ans, et après, ça a changé. Donc le dollar, ça fait un bon moment qu'il domine. Potentiellement, ça peut changer. Ça va un peu en contradiction avec ce qu'un autre investisseur avait dit auparavant dans la conférence. Mais quoi qu'il en soit, selon lui, ça peut changer. Par contre, on ne peut pas savoir ce que ça va être. Il ne pense pas que ce sera le Bitcoin.
ni les crypto-monnaies. Globalement, lui, il ne croit pas aux crypto-monnaies pour la simple et bonne raison que le gouvernement veut garder le contrôle. Donc oui, on aura des crypto-monnaies, oui, on aura de la blockchain, mais ce sera des trucs largement contrôlés par le gouvernement. Et il disait, si tu es bon en trading crypto-monnaie, vas-y, tu as de l'argent à se faire. Maintenant, moi, je suis pas bon en trading crypto-monnaie, donc j'investis pas là-dedans. Moi, j'ai rien dans les cryptos. Voilà ce qu'il disait. Donc, tu le prends comme tu veux. Si tu es pro-crypto, pas pro-crypto, c'est ton, on va dire, c'est ton problème. C'est toi qui vois les choses comme tu veux les voir. Maintenant, voici ce qu'il disait. Il parle beaucoup du fait d'aller trouver des opportunités là où personne ne regarde et là où c'est le chaos. Et par contre, là où il dit de prendre des précautions, c'est que timer le marché, c'est très compliqué. Donc c'est soit tu vas choisir des opportunités là où c'est le chaos et tu es prêt à rester longtemps, c'est-à-dire tu es prêt à rester des années à accepter d'avoir tort jusqu'à ce que tu aies raison, parce que quand tu auras raison, ça va péter et tu vas vraiment être content. Soit sinon, il faut que tu ailles jouer des choses petites. Mais en gros, c'est soit tu vois grand et tu vas à fond, soit tu vois les choses petites et là, dans ce cas, il n'y a pas grand-chose à faire pour toi. Donc soit tu vois, comme ils disent ici aux États-Unis, c'est go big or go home. Donc soit tu vois grand, soit tu rentres chez toi, tout simplement. D'ailleurs, dis-moi en commentaire si ça t'intéresserait que je fasse une vidéo vraiment détaillée avec les notes que j'ai prises sur toutes les conférences et que je fasse un récapitulatif, que je fasse une vidéo vraiment dédiée à un récapitulatif de cet événement auquel j'ai participé à Miami, en te mettant tout ce que j'ai appris, tout ce que j'ai retenu, quelles sont les leçons que j'ai retenues, les éléments qui m'ont marqué, etc. Pour les conférences d'aujourd'hui, je ne vais pas te parler trop des autres parce que c'était surtout de la motivation, c'était du Ed Mylett, etc. Donc c'est un peu comme Tony Robbins et compagnie, où c'est vraiment de la motivation, se sentir bien, voir grand, etc. Donc c'est pas vraiment sur la finance, c'est intéressant, hein, mais je pense que pourquoi pas le faire sur d'autres formats. Mais dis-moi en commentaire si tu veux une vidéo dans laquelle je te dévoile tout ce que j'ai appris pendant cette conférence, pendant ce voyage à Miami, tout ce que j'ai appris, etc. Tu me le dis en commentaire et je ferai potentiellement une vidéo. Si cette vidéo t'a plu, pense à la liker, abonne-toi en activant la petite cloche pour recevoir une notification à la sortie de mes prochaines vidéos. Et tu peux retrouver en lien dans la description toutes les ressources gratuites, dont notamment la liste des 50 entreprises qui reversent des dividendes depuis plus de 20 ans. C'est accessible gratuitement en lien dans la description. Sur ce, il me reste une petite journée à Miami. Je vais te laisser en profiter de cette petite journée pendant quelques secondes encore en images. Et je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao! Yeah.